Apéro spécial draft 2025. Et qui dit spécial draft dit les poufs. Enfin bon, pas à chaque fois forcément, mais là aujourd'hui c'est le cas. Et qui dit les poufs dit la France. Ouais, exactement. On espère que vous allez bien. Léon c'est ici, Alex et Bibi également. Ça faisait longtemps, il y en a marre. Les micros, les poufs, le machin, le bidule. Oh, il y avait beaucoup de doléances ces derniers temps. Oula. Ouf. Il y avait du mécontentement. On en a gros. On en a gros. On se croyait exactement. Mais on a aussi ce qu'on mérite, à savoir une communauté engagée et fière. On vous fait des bisous. Vous êtes des merveilles absolues. Ça va, on entend bien? On espère que le son est nickel et aussi le décor. On est très content de vous retrouver pour cet apéro puisque dans très peu de temps, apéro bleu blanc rouge aujourd'hui. Exactement, il y aura une draft 2025. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous mercredi 25 juin dans donc une 10-15 de jours. On sera là pour commenter le premier tour de la draft 2025. Je rappelle que depuis quelques mois, cette affaire est divisée en 2 soirs. Mercredi 25 juin, premier tour, commenté en direct sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Jeudi 26, deuxième tour. Là, Twitter, bonjour, Tacos, tout le monde en Starbucks. visio. Ouais, grave. Bravo Bronny James, tu l'as appris sur Skype. C'est un petit peu particulier. Mais on sera là. Et Alex, il faut quand même commencer par dire les choses d'entrée. Autant l'année dernière, on était en train de se demander combien de Français y aurait-il dans le top 5 de la draft. Zachary Zaché, Alexa, Tidjane Salin en 6. Cette année, on se demande combien il y en aura au premier tour. Exactement. Parce que on peut en avoir, franchement, on peut en avoir 5 au premier tour. Et on a une Ça très belle serait assez incroyable, mais c'est possible. Exactement. Incroyable mais vrai. C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que tous les 6 choix, il y a un Français. Moi, ça me va. Bonjour. Et en plus, on va en discuter là, mais pas du tout sûr d'en avoir ne serait-ce qu'un dans le top 10. Ça veut dire qu'après, entre les places 11 et 30, là, tu peux en avoir 5. C'est ça, donc... Faire du français la queue leu. Exactement. Donc si vous voulez entendre Alex chanter la chenille et la queue leu, parce que tous les 3 pics, bah bien sûr, on est en train de célébrer un Français, n'hésitez pas, ce sera donc le mercredi 25 juin. Tu le disais là, 5 Français qui sont un petit peu projetés sur, on va pas se mentir, je vais dire les places 10-40 à peu près, c'est pour ça qu'on va essayer de se projeter un petit peu. Je pense que top 10, c'est pas gagné, c'est pas impossible. Non. Mais c'est quand même assez peu probable, en tout cas au moment où on en est là, à peu près 15 jours de la draft, dans toutes les projections, les discussions, ce qu'on comprend des envies et des besoins des franchises. Après, tu peux avoir des trades qui débarquent et qui changent tout, tu vois. Qui changent la donne. On fera peut-être une mock draft d'ailleurs le moment venu. Bien sûr, on pourra se permettre. Mais oui, après, entre la sortie du top 10 et le début du premier tour, ouais, potentiellement, il devrait même y avoir 5 Français. C'est ça. Et pour être parfaitement précis, et si vous ne le saviez pas, l'information est sur ton site préféré et ton appli préféré, Trash Talk. 7 Français sont inscrits à la draft. On va les nommer, bien évidemment. On a hâte de suivre les aventures de Nolan Traoré, de Noah Essengue, de Johan Béringer, de Maxime Reynaud, de Noah Penda. Et on parlera évidemment... Ça, c'est les 5 principaux. Absolument. Et un petit shout-out à Mohamed Diawara et à Zion Nebo, qui sont également inscrits. On les attend plus difficilement dans le premier tour, quand même, eux. On les attend difficilement. A priori. On va pas se mentir, tout à fait. Et il y a des garçons dans le top 5 dont on vient de parler, qui pourraient être au second tour. Oui. Notamment un grand pivot qui est en train de monter et qui, pendant même, encore tu quelques sais semaines... pas, avec ce genre de draft-là, où il y a pas mal de joueurs très forts, bien identifiés. Peut-être on fera, au-delà d'une mock draft, des vidéos là-dessus sur des joueurs qu'on kiffe et tout, mais t'as quand même quelques joueurs. Bon, là, évidemment, tout le monde a entendu parler de Cooper Flag, je pense. Oui. Pas mal de gens ont entendu parler de Dylan Harper. Oui. Ça a parlé pas mal de Vijay Eshkomb. Tout à fait. Ça parle de Ace Bailey. Bon, à voir vraiment. Enfin, voilà. Après, t'as des mecs. Enfin, tu vois, t'as pas mal de joueurs. Ne vous inquiétez pas, on va ça. parler de tout le monde. Non, mais t'as pas mal de joueurs comme ça qui sont assez identifiés et qui devraient se retrouver dans le top 5-10 de cette draft. On verra où est Trey Johnson. Là, je regarde un peu les noms sur lesquels j'ai taffé, là. Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup Con Knuppel. On aura hâte d'en débattre. Franchement, non. Moi, j'aime bien, moi. On verra. Bref, on verra où ils tombent tous ces gars-là, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà des joueurs, des talents très identifiés, et que derrière, par contre, il y a une quinzaine de gars, vingtaine de gars, dont font partie ces 5 Français-là qu'on a cités, qui vont compléter le premier tour, et en fonction des franchises, des mouvements, des éventuels trades, de comment chaque franchise estime ses besoins, nos Frenchies, ils ont des coups à jouer là. Absolument. Il y a des contrats garantis à aller choper là. Exactement, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, de tout ça, pic par pic, et notamment de ces copains qui vont essayer de se glisser entre nos amis les Français, puisque la France domine, vraiment en termes de joueurs qu'on envoie là tous les ans, là c'est... Je sais qu'il y a certaines personnes,
Et vous avez bien de la chance qui débarquent en ce moment autour de la NBA, qui montent dans le bateau, bienvenue, venez, et qui se disent que la draft, c'est 3 à 4 Français draftés chaque année. Non! Nous avons vécu quand même, Léonce, Alex, des périodes quand même où un joueur français drafté, c'était un événement. Mais bien sûr, un joueur français au premier tour fut un temps genre what the fuck, ok, Boris. Attends, on avait Franck Ntilikina dans le top 10, on était en mode... Ouais, Franck Ntilikina dans le top 10, c'était n'importe quoi. Enfin, on a... Voilà, il y avait Joachim Noah. Joachim Noah. Qui d'autre français dans le top 10 avant lui? Kylian Hayes. Non, avant. Ah, pas beaucoup. Non, Noah, c'est le premier, non? Ouais, j'aurais dit Noah. Dites-nous. J'aurais dit Noah. Voilà, après, Tony Parker a été drafté en fin de premier tour. Rudy Gobert, 27e. Boris, 21. Evan, Gershon. Vavan, c'est ça aussi, c'est c'est ça, c'est le fin de premier tour un peu, Vavan. Vavan, c'est entre les places 20 et 30, j'aurais dit. On est d'accord. Tout à fait. Gershon, Donc voilà, Timothée Luaou. Ça, être au premier tour n'augure pas forcément que tu vas faire une carrière. Ça montre juste que les scouts des franchises NBA ont vu ton potentiel, y croient et ont envie de te filer un contrat garanti. Exactement. C'est quand même pas rien. Ils sont que 30 chaque année. Tout à fait. Il y a 30 spots. On va voir combien il y aura de Français. Et donc, le concept va être très très simple. On va faire du nom par nom. Si ça te va, je vais te balancer évidemment des noms de ces compatriotes qu'on a très hâte de voir. Et qu'on encourage fort. Si vous regardez cette vidéo, les frérots, on est avec vous. C'est un grand moment qui peut se dérouler dans quelques jours. On fait un mini profil rapide et puis après on dit à peu près vers quelle place on le voit. Oui, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, où est-ce qu'on aimerait le voir, tout ça. Absolument, qu'est-ce qu'on lui souhaite d'ailleurs aussi, hein, c'est-à-dire par rapport à son type de jeu, est-ce qu'on a envie qu'il soit backup d'un backup d'un backup, ou alors, tiens, si tu glisses un petit peu, tu peux être dans une franchise un peu mieux située. Évidemment, je vois qu'Alex est en train de le faire. Là, je me mets sous les yeux pour avoir l'ordre exact des pics. Ça fait que je ne connais pas encore par cœur. On est bien d'accord. Alex, on va commencer par un talent dont on a beaucoup parlé pendant des mois, et pour qui la saison à Saint-Quentin était peut-être un petit peu plus compliquée que les attentes qu'il y avait, les estimations. On va parler de Nolan Traoré, puisque quand on a démarré la saison là, 2024-2025, c'était le projeté le plus haut. C'était le projeté le plus haut, et j'ai même envie de dire, lorsqu'on est sorti de toutes les dingueries qu'il y a eu, et Travis, et Ant, et compagnie, tous les événements qu'il y a évidemment moins de 18, Nolan était même projeté parfois dans le top 5 de la draft 2025. Oui, projeté très haut, et malheureusement pour lui, il a baissé pas mal, en tout cas sur la première moitié de saison, il a beaucoup baissé. Après, je trouve qu'il a un peu redressé la barre sur la deuxième moitié de saison, en termes d'évaluation des scouts, mais même parce que son niveau de jeu a été modifié. C'est un meneur. Meneur Dragster. Ouais. 1m92, là, le 6'3", la taille Steph Curry, la taille... Quoique Steph Curry fait 6'3", peut-être pas. Taille Westbrook, enfin ces gars-là, quoi. Ma taille. Ouais, voilà. La même taille que Bastien. La même musculation que Bastien. Non, ça par contre, Nolan est bien plus gonflex que moi. Je pense qu'en wingspan, il te met une petite race aussi. Ça. Il est sérieux, il est long. Il est long. Bien sûr. C'est un bel athlète, sans être forcément un joueur qui joue toujours au-dessus du cercle, comme on dit, les above the ring, les guards et tout. Il est plus dans... Il y a du Tony. Hein. Il y a complètement du Tony. D'ailleurs, c'est tout de suite, j'allais venir à ça. Un truc que je kiffe à mort, moi, chez Nolan Traoré, au-delà de son côté gestion-création que je trouve très bon, son côté meneur de jeu, meneur d'homme. Ouais. Tu vois, ça, j'aime bien. Qui a l'air d'être un bon bosseur et tout, qui applique les systèmes, qui fait bien tourner le ballon et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout son footwork et sa capacité à nous poser des bons flotteurs, à faire le bon choix lors d'une pénétration. Il est très crafty là dans ses finitions, il arrive bien à passer. C'est clair qu'il y a du Tony dans les flotteurs, il y a beaucoup clairement. Il aimerait bien avoir le premier pas de Tony Parker quand même, il va vite, hein. Mais je crois qu'on n'y est pas quand même en explosivité, je le mettrais un peu en dessous. Il va vite, hein, Nolan, Traoré. Mais je le pense un peu plus costaud que ne l'était Tony, plus ou moins au même âge. Ouais. Tony au même âge, franchement, je pense pas qu'il avait ces épaules-là. Non, il est costaud, Nolan Traoré. Dans les souvenirs que j'ai, il faudrait rechecker de la vidéo de Tony. Non, mais il y a 20 ans évidemment de différence, donc il y a des gars qui sont allés aussi un peu plus à la salle, c'est normal. Clairement. En fait, c'est marrant, sur le premier pas, je te suis, sur le deuxième, je le donne à Nolan. C'est-à-dire qu'en fait, non mais le premier pas passer l'épaule, le first step, là, il est incroyable, Nolan Traoré, mais je pense pas qu'il soit dans la catégorie Tony. Bah en fait, c'est marrant parce que le premier pas, c'est vraiment celui de Tony qui a massacré des gens et l'a mené notamment à avoir cette carrière de Hall of Famer. Nolan, en fait, parfois me semble être un de ces espèces de... Tu t'en rends pas compte, mais il est trop rapide. C'est-à-dire, il y a le côté moins éclair que Tony, mais par contre, si
il y a une hésitation à passer l'épaule et que par contre, après le premier pas, il dit bah, vous m'emmerdez, je vais quand même passer, il n'y a rien à faire. Ah ouais, je suis d'accord. Le deuxième et troisième pas de Nolan Traoré, c'est à flûte, il veut vraiment aller à l'arceau, rien à faire. Gestion, création et finition crafty, il est très fort, il a beaucoup de choses, il finit bien de près, il évite les grands, je vous ai dit là, les flotteurs et tout, mais même les lay-up, les effets, la planche, il maîtrise bien, vraiment. Ça a été un des challenges à Saint-Quentin, les c'était les runners finitions et tout, à ouais, l'arceau. franchement, c'est vraiment, ça a progressé. Là où il a baissé dans les mock drafts, c'est principalement, pas que ça, mais à cause de son shoot, où il y a des questions. Comment son shoot va se traduire en NBA, notamment dans le périmètre, puisque face à des défenses, sans faire offense aux défenses qu'il a dû affronter Nolan Traoré, avec Saint-Quentin, là il va quand même avoir des arrières en face de lui, longs, athlétiques, où il va peut-être pas toujours pouvoir passer en vitesse et ou en puissance pour aller s'approcher du cercle, il va lui falloir planter du 5 mètres, 56 mètres et des 3 points. Oui, bah, ça me rappelle. Obligatoire. Ça me rappelle. En catch, and shoot et en sortie de dribble. Et il y a des doutes. Ça me rappelle un meneur français qui est arrivé il y a 25 c'était il y a 20 ans, quoi. Plus de 20 ans. Donc c'est plus 25. la même NBA, là. Tu peux plus vivre sans shoot. C'est très compliqué, là. Ça me rappelle un meneur français il y a 25 ans où on disait justement que s'il n'arrive pas à développer le shoot, ça va être très compliqué. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est que il est justement capable, et il l'a montré précédemment, de rentrer ces tirs-là, que ce soit à mi-distance et à distance. Et surtout, c'est aussi, même si je comprends totalement l'aspect, tu as totalement raison, sur le côté, c'est pas la même défense, c'est pas non plus le même spacing. C'est-à-dire que Nolan, moi j'ai très très hâte de le voir en NBA parce que les lignes de pénétration sont, sur le papier, beaucoup plus grandes et abordables pour un meneur de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y avait des situations aussi, moi, à Saint-Quentin tout au long de la saison, où c'est difficile pour des meneurs. Parce que le jeu est un petit peu plus fermé, c'est plus compliqué. Saint-Quentin n'était pas une des équipes avec les plus gros budgets, donc les meilleurs gars pour spacer et tout, donc c'est difficile pour un meneur comme ça. C'est pas le poste le plus évident meneur quand t'es... Enfin, des Européens, t'as Luka et tout, qui est playmaker formidable, mais c'est un once in a lifetime. Regarde, Nilikina, français, il s'est cassé les dents. Kylian Hayes, en récent meneur français, cassé les dents aussi. Ça a été un peu compliqué. Théo Malédon, compliqué. Tu vois, donc on le sait, un meneur là qui vient de France et tout. Il y a eu quelques exemples récents où les mecs avaient du talent, mais ils n'ont pas percé. C'est ça. En NBA. Pour autant, moi, je peux pas enlever tout ce qui a été fait avant Saint-Quentin et qui coche absolument toutes les cases de ce type est un crack. Moi, je suis à fond dans le bateau Nolan Traoré parce que je pense sincèrement que la NBA va lui ouvrir des lignes de jeu qui vont à son avantage. Parfois, il y a des gars, juste le jeu est fait pour eux, quoi. Et je pense vraiment que la NBA, ça va lui ouvrir des portes qui sont belles. T'as raison sur la question du tir, ce sera la grosse interrogation. Disons que là, tu vois, je vérifiais, mais cette saison, 31% à 3 points, par exemple. Et même au lancer, 71%. Oui, bien sûr. Tu vois, ça, il n'y a pas à tortiller. Va falloir avoir des meilleurs pourcentages va falloir que ça rentre plus. Sinon, si tu montres du talent, les coachs NBA, s'ils voient du talent en toi, ils vont te donner ta chance. Mais si au bout d'un moment, tu la prends pas parce que, en gros, ta réussite au tir n'est pas là, demande à Kylian Hayes ce qui se passe. Tu vois, c'est compliqué. Et même le réussite au tir global, 41%. Donc non, il y a un sujet, mais c'est pas forcément, je suis pas hyper inquiet, je fais juste un constat factuel, et c'est un sujet qui se travaille. La mécanique, moi je la trouve plutôt bonne. Les choix, pas mal. C'est pas un joueur qui perd tant de ballons que ça, donc il y a moyen de... Moi, je le trouve hyper mature dans la gestion, on en parlait là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait que ces bons choix-là se transforment par des pourcentages de réussite au tir un peu meilleurs pour éviter les situations où, en gros, le défenseur de Nolan Traoré, il a surtout peur de se faire passer, donc il lui laisse 1m50, tu vois, parce qu'il se dit, au pire, il va pull-up, et puis on verra bien, je joue les pourcentages, entre guillemets. C'est ça. Ça, faut éviter. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le défaut, le bémol, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai des questions à te poser, moi. Du coup, tu le comparerais à part il y a du Tony, ok, mais c'est meneur français, c'est facile et tout. Tu comparerais à qui, sinon ? Il a du Devin Harris, vraiment de l'époque, gros dragster, à qui on se demandait s'il pouvait développer le shoot. Il a pu le faire un peu, il était borderline All-Star. En tout cas, c'était un meneur, c'était trop dur de rester devant. Il y a du Devin Harris. Il y a... Moi, il y a un joueur auquel il me fait penser, et franchement, c'est un joueur que je kiffe à mort, donc je suis content. C'est Rod Strickland. À l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Oui. Rod Strickland, c'est quand il est arrivé en NBA, je souhaite d'avoir le même handle que Rod. Ah, non, mais attends.
Attends, on lui souhaite même la carrière, moi ça me va, hein, la carrière de Ross Strickland, même s'il a pas réussi à être All-Star et tout, ça me va très bien. Attention, je dis à qui il me fait penser. Jeff Teague. Tu vois, dans le côté, ah oui, Jeff Teague, j'aime bien. Oui, Jeff Teague, j'aime bien, tout à fait. Jeff Teague, attention, hein, il a su travailler son jumper. Hein. Jeff Teague, tu laissais pas tout seul. Hein. Et puis Jeff Teague, il montait sur 3 pivots, appel de pied. On lui souhaite aussi, la Jeff Teague, quelque part. Mais Ross Strickland, on lui souhaite parce que pour le spectacle, ça fait des mixtapes de fou malade. Et oui, le handle, les passes, les machins, mais tu sais qu'il est capable. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Voilà. Il y a ces gars-là un petit peu, ces espèces de meneurs dragster. On souhaite que ça aille assez loin. Dans les projections, aujourd'hui, je pense qu'il y a, tu vas me dire, hein, parce qu'on va regarder le tableau évidemment de la draft et du premier tour. Au mieux, tu le mets où? C'est ça. Alors, regarde. J'ai l'impression que le range de Nolan, à l'heure actuelle, il commence à quelle place? On est entre les places 15 et 25. C'est-à-dire qu'au mieux, tu vas peut-être être là en place 13-14, on va se regarder, on va se dire, quand même par rapport aux projections de ces dernières semaines, c'est pas ça qui est projeté, plutôt la 20e place qui est projetée pour Nolan. Ouais. Et je serais vraiment, mais alors vraiment choqué qu'il ne soit pas sélectionné à la 25-26e place. Donc pour toi, ça se joue, là je regarde les équipes. Pour moi, ça démarre à Atlanta. En 13 ? En 13. Les Bulls 112 ? C'est pas envisageable pour toi ? Ils ont assez. Ça ressemble à un plafond ? Oh bon, Oui. Non. Ils ont un meneur ? Oui. Ils ont qui ? Ils en ont 2. Ils ont qui comme meneur ? Bah vas-y. Josh Giddey. Ah oui, Josh Giddey c'est un meneur, ouais. Ouais, c'est un meneur, allez, c'est vrai. Josh Giddey, Kobe White. Kobe White c'est pas un meneur. Ils ont la backcourt. Non, Kobe White c'est pas vraiment un meneur, c'est un arrière scoreur, non ? Je pense que Je trouve dans le jeu, oui. bon, bref. Je pense qu'il passera pas Orlando en 25 par exemple. Voilà. Il passera pas Orlando, il passera pas. J'ai du mal à croire, il passera pas. Allez, tu sais quoi, Brooklyn en 26-27. Voilà. Tu vois, moi sur mon carnet là, j'avais mis au mieux, j'ai bien dit au mieux, 12e chez les Bulls. Et en plancher. Ouais, moi j'avais carrément. Moi j'étais même plus optimiste que toi. Moi j'avais dit qu'il passait pas les Hawks en 22. Ok. Après, je peux me tromper, hein. Mais. Et j'avais dit un bien probable, là, je m'étais mis en bien probable. 19, 20, 21, c'est des équipes, tu vois, les Nets, ils ont je sais pas combien de first pick les Nets cette année, donc voilà, on va voir combien ils draftent. On va voir s'ils combinent et tout. Ouais, ils en ont 4, tu vois, c'est beaucoup. Je sais pas s'ils vont prendre 4 rookies, tu vois, on va voir et tout, mais aujourd'hui, t'as les Nets en 19, le Heat en 20 et le Jazz en 21, ça sera leur deuxième pick du first premier tour au Jazz. Je pense que avec les Hawks en 22 derrière, je pense que Nolan, qu'il descend pas en dessous de ce bloc. Baguette magique, soir de la draft, on est en train de commenter et on va finir là-dessus pour Nolan Traoré avant de changer de profil. Il met quelle casquette, Alex ? Miami en 20. Oh putain, trop bien. Ils ont besoin d'un meneur en plus. Franchement, les disciplines de Miami, coachées par Spoelstra, ils ont montré qu'ils savaient faire confiance à des jeunes joueurs, à des rookies, hein, le Heat. Hein. Le Heat, Spoelstra, il en a lancé des jeunes. Hein. Moi, je suis chaud, Braise, moi. Moi, les séquences de jeu avec Nolan Traoré, balle en main, là, Adebayo qui fait des écrans ou n'importe quel autre intérieur que le Heat voudra bien nous sortir ou quoi, je suis grave chaud, moi. Voilà. Je trouve que c'est un bon environnement pour un jeune. Alors c'est compétitif, s'il n'est pas au niveau, il va pas jouer, ok, il y a des risques, mais il y a aussi beaucoup de récompenses possibles dans une très bonne organisation et tout. Je kiffe. Miami, c'est sexy. Je kiffe. Je vais monter un peu plus haut. Ah ouais ? Vas-y, tu vas où ? Et je veux que la French Connection soit totale. On va aller à Washington. 18 à Washington, toi. J'y ai pensé. Et je veux Nolan Traoré avec Bilal Koulibaly et Alex Sarr. La White House, elle s'appelle la Maison Blanche. De toute façon, on va en mettre des Français à Washington, hein, dans les mock drafts. Vous inquiétez pas. L'architecte de la ville, il est français. Vous inquiétez pas. Vous en faites pas, cette franchise, elle est bleu, blanc, rouge pour une raison. Voilà. On y va, on prend Nolan Traoré. Et on y va. Et on met des garçons qui, non seulement peuvent bien se développer ensemble. Les besoins à la main de Washington sont réels. Et en percussion, ils vont peut-être prendre un gars. Il y a Jordan Poole quand même, il y a quand même des joueurs. Hein. Et il sera peut-être amené à être dans des transferts et on verra. Mais peut-être qu'ils prendront un meneur un peu plus haut aussi, les Wizards, dans leur draft. Mais j'adorerais qu'il soit pris en 18e à Washington. C'est quoi le pic plus haut des Washington Wizards ? Il est en combien ? Il est en 6 ? 5 ? Washington, il est 6e. 6. Et je leur souhaite Trey Johnson. D'accord. Trey Johnson, mais c'est un meneur, Trey Johnson ? Ah oui, voilà, on est d'accord. Dernière question. Oui. Donc, combien de meneurs, comme ça, à vue d'œil, il est combientième des meneurs là, de cette cuvée pour toi, Nolan Traoré ?
On met un devant. On est d'accord que Dylan Harper est un arrière. Ah, c'est un combo, il mène, il peut mener. Quand tu vas l'avoir à balle en main aux Spurs, tu vas voir. Tu vas voir qu'il peut mener. Pour moi, ça peut être le 3-4e meilleur meneur de cette draft. Oui, 4e, 5e plutôt pour moi. Moi, je pense que j'ai Dylan Harper, je le considère en combo, donc plutôt je le mets chez les 1 devant. En tout cas, c'est un arrière devant, quoi. Kasparas aussi. Kasparas, le lituanien également, c'est Jakusionis. Oui, et Fears aussi. Il y a Jeremy Fears qui est meneur, ça c'est sûr. Je pense sur le papier. Sûr. Donc ça en fait au moins 3. Au mieux, il est 4, moi. Et t'as comment il s'appelle Il y a le fils Richardson Jays, mais qui est un petit arrière, donc qui va devoir jouer meneur. Le mec de BYU là. Ouais, c'est Igor Demin. Oui. Mais c'est. Dis donc. Oui, mais pour moi c'est un forward. C'est juste qu'il s'avère qu'il joue meneur. Ah, c'est un meneur comme dans le jeu. C'est comme Franz Wagner, c'est pour ça qu'il va être comparé à ça. On va en parler. C'est que c'est un grand qui s'avère jouer à ce poste-là. Bon. Mais en tout cas, dans le registre des meneurs, puisqu'on a dit, Dylan Harper, ça peut être plutôt un combo 1-2. Jakusionis, ça va être plutôt un 2 qui peut parfois jouer 1. En fait, t'as Jeremiah Fears, tu vas avoir assez vite Igor Demin si tu le considères meneur, et après, en fait, je pense qu'il va beaucoup jouer. Ouais, tout à fait, mais donc, en fait, moi, je pense que c'est tout à fait un top 5 meneur Nolan, et qui peut rappeler que c'est censé être un top 2 meneur de cette draft. Non, mais complètement. Non, mais il a un gros coup à jouer, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il tombe. C'est pas que je veux pas le voir aux Wizards, mais des Wizards, on est quand même loin du compte. Le coaching, machin, tout ça, l'environnement, je suis pas sûr. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien Miami, je kifferais. T'inquiète. Ouais, mais t'inquiète. Miami, moi, je kifferais. Ouais, le bateau, on a déjà. C'est comme un bel environnement où arriver en NBA. Bref. On va changer de profil et parler de Noah Essengue qu'on a vu en Allemagne récemment. À Ulm, tout à fait, et qui est en train de séduire beaucoup de scouts ces dernières semaines pour une raison évidente, et on va en parler, ce sont les dimensions évidemment athlétiques et la production de Noah Essengue qui, pareil, que ce soit en Allemagne et avec les équipes de France, a déjà régalé. On est sur un profil smooth, transition, ailier, bras qui grattent. Qu'est-ce que tu veux dire par smooth ? Il est smooth, moi je le trouve smooth. L'athlète, tu veux dire ? Ouais, tout à fait, il est facile Noah Essengue sur le terrain, c'est une berline. Moi je le vois se déplacer, j'ai l'impression qu'il est né pour le basket. La transition, il le dit lui-même, c'est comme si il se baladait tranquille et qu'il finissait à l'arceau s'il le voulait. Ou avec potentiel défensif. Potentiel défensif énorme. On est sur une NBA de 3&D, de forward, c'est un forward parfait puisque les dimensions elles sont là, 6'8", 6'9", qui est capable avec des grands bras de défendre. Il y a un bout de shoot, il y a un bout de vision du jeu, c'est bien, ça se développe. Qu'est-ce qu'on en pense de Noah Essengue ? C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Bah oui, allons-y, faisons le profil complet. Non, faisons le profil complet. Alors, moi, dans mes notes, là, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le potentiel défensif, j'adore. Surtout que ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il utilise, malgré son jeune âge, parce qu'il a 19 ans, il les aura. Mais qu'est-ce que je dis, il les a pas. Il les aura là en fin d'année. En fin d'année, il les aura, quoi. C'est un des plus jeunes joueurs de la draft, avec un autre poteau français aussi qui fait partie des tout jeunes joueurs de la draft, Johan Béringer, qui est pas la moitié d'un athlète non plus, dont on parlera plus tard dans cette vidéo. Mais ouais, potentiel défensif, je suis d'accord. Surtout que ses qualités athlétiques, couplées avec sa longueur, lui permettent vraiment de couvrir beaucoup de terrain. C'est pas Wembanyama non plus, mais enfin, on est dans le délire. Plus depuis l'aile, un combo forward, il jouera peut-être plus 4 en NBA, on verra, on sait même pas, on verra. Il est vraiment capable de switcher du poste 2 au poste quasi 5. Oui, franchement, peut-être les petits meneurs, ça va être une galère et encore faut voir. Mais il est vraiment capable de s'adapter grâce à sa polyvalence défensive à un peu tout ce que la NBA peut lui proposer. Ça, pour un coach, c'est cool. Je trouve qu'il y a du Bilal en lui, moi. Je trouve qu'il y a un peu de Bilal en lui. Un peu. Après, Bilal fait d'autres trucs. C'est pas tout à fait le même poste. Il est un peu plus grand, Noah Essengue, à la base. Il est un peu plus forward. Et Bilal est un peu plus swingman, poste 2-3, on va dire. Voilà. Mais il y a du Bilal en lui. Il y a un côté très brut, athlète, long, qui défend bien, qui a des instincts et une compréhension défensive très forte, malgré un jeune âge. Bilal, il est arrivé à cet âge-là en NBA, grosso modo. Ouais, tu vois. Je lui mets plafond, je sais pas si c'est un plafond, mais il peut avoir une carrière ou une carrière /rôle à la Tayshaun Prince.
Tu peux avoir de ça, tout à fait. Moi, je lui souhaite. Je cherche pour donner des images aux gens. Bah, pour donner des images aux gens. Cherche des gars, c'est pas si facile. Non, Il est très longiligne. Moi, je lui souhaite d'être Scottie Pippen. Ah ouais, oh là, évidemment. Ah ouais, Scottie, ah bah ouais, ah bah là. Non, mais ça, je lui souhaite évidemment. Mais ah par ouais, contre, mais attends, Scottie Pippen, c'est en attaque. On souhaite à Noah Essengue s'il devient Scottie Pippen en attaque. C'est une dinguerie, je lui souhaite de ouf. Hein, mais... Ce que je veux dire, c'est que à son âge. En défense peut-être, mais en attaque. À son âge, c'est vrai qu'il y avait aussi, chez Scottie, après il est devenu extraordinaire, un joueur un petit peu raw offensivement, qui est ensuite devenu un joueur techniquement extraordinaire. Dans ce même type d'évolution, il y a Jeremy Grant. Jeremy Grant, c'est un uber athlète qui est arrivé en NBA, qui était très fort défensivement, à qui on donnait pas beaucoup de capacités offensives, mais qui a fini par devenir un joueur longue carrière, qui a pu monter jusqu'à 20 points de moyenne. Un vrai forward qui pouvait switcher sur plusieurs postes. C'était un spécialiste défensif qui a réussi à faire son voyage offensif au fur et à mesure. Ah non, mais Jeremy Grant, c'est un mec qui arrivait à Denver, on avait dit genre, oh là, tu mets 20 points, super. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser, parce que évidemment, il y a des interrogations aujourd'hui, hein, il a pas encore 19 ans, je répète, hein, mais en partie offensive sur Noah Essengue, sur notamment son shoot, honnêtement... non, moi, c'est un joueur. Moi, du coup, je me suis bouffé un peu de vidéos parce que j'avoue, je regarde pas le championnat allemand souvent. Certains matchs sont disponibles. Je me suis bouffé. T'as des matchs, t'as des highlights, t'as des scouting reports très bien faits. Enfin, il y a de quoi se nourrir un peu. On le voit pas beaucoup shooter. Hein. Tu vois. Non, déjà, on le voit shooter, c'est pas si simple, tu vois. Et le handle et le shoot, donc les deux choses offensives qui vont te permettre de créer toi-même tes points ou quoi, il y a des interrogations, mais des interrogations, ils demandent qu'à les lever, mais il va falloir du travail. Peut-être le truc aussi qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il va falloir qu'il trouve, peut-être au début au moins de sa carrière, il faudrait qu'il trouve une sorte de spécialité un peu. Est-ce qu'il devient et il débarque dans une équipe et on le positionne un peu comme un spécialiste défensif, long, qui switch, et on l'utilise comme ça d'abord et on voit un peu comment on peut développer l'attaque? Oui, bah moi je peux normalement directement répondre, c'est si la franchise qui le draft le connaît bien et a fait bien son travail, un des trucs que tout de suite peut apporter Noah en NBA, là demain matin, c'est défendre et transition. En transition, c'est un des meilleurs mecs de cette draft. C'est-à-dire que vraiment, tu lui donnes la balle au milieu du terrain, il faut poser 2 dribbles et finir un l'arceau, il peut le faire. Il va aller au contact aussi pour aller provoquer des lancers. Oui. C'est vraiment un gars qui est capable de demain arriver dans des équipes plutôt à jeu rapide. Alors que si demain il arrive dans des équipes qui jouent plutôt semi-tempo et il faut essayer de construire, là ça va être un tout petit peu plus compliqué. Il faudra plus de temps. Mais donc les équipes up-tempo, foncez. Tu me mets un mec comme ça, après on va balancer 2-3 profils. Hein. J'ai 2-3 propositions à te faire là de franchise. Je me dis franchement, s'il y va là, c'est l'équipe un peu up-tempo. Ça peut être hyper méchant. J'adore le profil foncé, comme l'a dit Alex. Vous pouvez regarder des trucs de scouting sur potentiel incroyable. Moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a des équipes qui peuvent miser sur lui assez haut. Hein. C'est possible. Oui. Ça peut être le français drafté le plus haut cette année. Hein. Je pense que ça va être il est parti pour. Je pense que ça va être faudra voir à quel niveau il est drafté. Toi, tu le... Aujourd'hui, les places qui sont présumées, c'est que certains reniflent une fin de top 10 potentielle. C'est quoi une fin de top 10? C'est place 9, 10e, c'est ça. Et je vois rien dans lequel... Donc c'est quoi? C'est Brooklyn Raptors? C'est Raptors, Rockets 9-10. Rockets quand même, ils sont vraiment tellement équipés sur ce poste. Et donc, c'est difficile pour moi de le voir dépasser la place 23. Ah oui, moi aussi, il sera drafté avant. Moi, tu vois, je pense qu'il y a une vraie probabilité. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu as parlé de Jeremy Grant. Eh ben, tu vois, moi, je suis les Blazers en 11. Eh ben, j'y pense très, très fort. Parce que tu as déjà tes ailes. A priori, hein, entre Avdija et Toumani Camara, les Blazers ont déjà 2 jeunes ailiers, dont un qui défend fort et l'autre Avdija qui a montré une très belle progression encore cette année et tout, des choses intéressantes. Tu as un jeune pivot... Voilà, et t'as plein d'arrières plus ou moins jeunes avec du talent. Enfin, les Blazers, t'as déjà du jeune avec du talent. Par contre, Jeremy Grant va certainement encore faire partie à minima des rumeurs de transfert. Et le calcul des Blazers pourrait être de se dire, on prend un jeune sur le même poste, et vraiment, Jeremy Grant, faut qu'il parte. Ouais. On a nos 2 titulaires et on a un jeune derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, voilà, 11e aux Blazers. J'aime beaucoup. Je suis pas sûr qu'il soit pris avant. Ce serait en tout cas... Ça serait haut. Hein. Ça serait haut. C'est un beau pari. Hein. Et ce serait la, je sais pas combienième draft consécutive où un Français est dans le top 10. Là. Faut arrêter de nous gaver comme ça. Là. Vous êtes trop forts, les gars.
Et après 23, toi tu le dis, 23 les Pacers. Moi le rêve absolu c'est que le mec débarque à Indiana. Bon bah alors là. Ah ouais, mais il va avoir du mal à jouer. Hein. Défense, transition et il aura du temps de jeu. Ils sont capables de donner des responsabilités à des mecs comme ça, bien sûr. Ils sont tout à fait capables. Après. Il va comme se battre avec des mecs sérieux qui sont actuellement en finale NBA comme ça va. Je vois ce que tu veux dire sur le tempo, mais je suis pas sûr qu'il aura du temps de jeu en fait. Je comprends. Je ne serais pas étonné que Noah porte la casquette des Spurs pendant quelques minutes et qu'ensuite il soit dans un transfert, 14. C'est tout à fait probable. Qu'on se dise genre Noah Essengé avec Wemby, mais qu'en fait ça soit dans la balance d'un transfert. Si c'est là où tu veux en venir. Chez toi, Phoenix, dans un truc à 3 franchises parce que ça va concerner d'autres franchises aussi, les Nets potentiellement, enfin voilà. Mais oui, on aura... En fait, dites-nous vous si vous êtes aligné avec le fait que Noah Essengé va être drafté avant Nolan Traoré et si vous pensez que c'est plutôt Nolan Traoré qui va être drafté avant Noah Essengé. Moi j'aurais dit Noah Essengé d'abord. Mais ça va pas forcément jouer à beaucoup. Profil suivant. Tu veux aller sur qui ? Je t'en prie. Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Johan Beringer, qui joue en Croatie, au Cevedica. Slovénie. Slovénie, pardon. Excuse-moi, j'ai de la merde moi. Le Cevedica Olympia là. Moi j'en dis Ljubljana. Non, mais t'as sûrement raison. Je suis très mauvais là-dedans moi. Je vais faire une vérif quand même du coup. Non, c'est parce que quand on a fait l'apéro notamment en public, oui. Il y a des mecs qui t'ont regardé et qui ont fait Slovénie. Je suis toujours aussi mauvais là-dedans. Bon, enfin dans le coin là. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est moi. Non, mais attention parce que. C'est moi qui dis ça. Ljubljana, tout à fait, Slovénie. C'est ça. Johan Beringer, lui aussi, comme Noah Essengé, n'aura pas 19 ans quand il va se faire drafter, puisqu'il aura ses 19 ans en novembre, je crois. On est sur un intérieur. Noah Essengé, je le mets en combo forward. Là, Johan Beringer, franchement, c'est un pivot. C'est un pivot. Il fait 2m8, 2m10. L'athlète, je crois qu'il a pas trop de problèmes. Jackson Hayes. Je crois que l'athlète est bien plus. Jackson Hayes. Jordan, tout à fait. Derek Lively. Voilà. Clint Capella. Ouais. Clint Capella, je pense que c'est Clint Capella, je suis pas sûr que... Enfin, Clint Capella, c'était un bel athlète. Là, on est sur du... Ah non. C'est Clint Capella, 19 ans, mec, c'était... Ouais, c'était vénère, mais il est plus petit. Il est pas plus petit. Il est pas si grand, Capella. Bon, bref, mais oui, je vois, je suis d'accord. J'ai vu des commentaires de scouts ricains qui disaient il est incroyable, le combo taille, qualité athlétique, mobilité est complètement fou. Enfin voilà, ça fait forcément baver les scouts d'une équipe de basket. Les mecs disaient par contre, il est Raw, R-A-W de chez Raw, quoi. Il y a vraiment du taf. Il s'est mis au basket plus tard que les copains, c'est pas... Exactement, techniquement, en termes de fondamentaux, il y a vraiment, notamment offensif, je parle, il y a vraiment du taf pour voir et tout, mais tu sais que moi, je trouve que déjà dans un rôle en attaque, poser des écrans et catcher des lobes, tu sais que déjà en NBA, il y a des mecs qui ont fait des carrières avec ça, offensif, je parle. Il y a un spot à aller chercher pour Johan, et notamment sur cet aspect qui va grandement l'aider sur les prochaines semaines, c'est que beaucoup de scouts le voient et se disent, pour un mec qui s'est mis aussi tard sur le basket et se développe aussi rapidement, et qui est aussi jeune, ça donne quoi dans 5 ans le type ? C'est ça qui est un petit peu saisissant avec Beringer. C'est que tu te dis, est-ce que dans la lignée de ce qu'on vient de voir, Dallas qui avait tanké pour prendre Lively, avec en effet, là on avait eu certes avec les Lakers qu'ils avaient besoin d'autre chose que Jackson Hayes, mais Jackson Hayes c'était un mec qui avait été piqué aussi assez haut. Ce sont des intérieurs dont la NBA continuera à avoir besoin parce que on est en play-off et on a besoin de mecs qui soient capables de rester sur le terrain parce que défensivement ça va. Et en attaque ils vont pas plomber l'équipe. Non, en fait voilà, tu vas plomber un peu le spacing. Parce que clairement, il va falloir bien poser tes écrans et bien rouler agressivement ou vraiment bien exécuter les systèmes en attaque pour pas quand même que ton équipe ait trop la sensation d'attaquer à 4 contre 5 parce que dans un premier temps, t'es limité quand même dans le périmètre, quand même, faut pas déconner. Non, bien sûr. Mais effectivement, t'as raison, Johan Beringer, il peut tenir les switches, contreur incroyable, vraiment belle protection de cercle,
capable de gober bien du rebond, le vrai bon gros rim runner. Que tu as raison, parce que tu as dit Jackson Hayes, mais regarde Yves Missy. Ouais, Yves Missy. Des Pélicans. Tout à fait. Cette année, bon, c'est un jeune. Ou je sais pas, moi je trouve il peut y avoir du Gafford aussi, tu vois. Gafford, tout à fait. Je disais Derek Lively, donc c'est Lively, dans ce même registre. Lively, je trouve qu'il a vraiment des fondaments. C'est pour ça que je pense pas à Lively en premier, parce que moi, Lively m'a tellement bluffé. Ah, il a bluffé dans tout, à la lecture passe et tout, machin. Mais quand il est arrivé, on se disait on n'avait pas trop vu ça à Duke, et on se disait la façon totalement diamant brut avec laquelle Mitchell Robinson est arrivé chez Enix, on s'est dit qu'est-ce que ça va donner. On ne savait pas. C'était une fin de premier tour, Mitchell Robinson. Et il s'était dit on va voir. Et on s'est retrouvé en finale de conférence avec Thibodeau, RIP, André Jordan, qui a dit ça. Ouais, qui lui, par contre, le sacro-saint plus grand athlète de sa génération en termes de pivot, le mec, c'était quand même. Oui, évidemment. Il a nettoyé la roche des 24 avec scénario. Ouais, bah. Franchement, Yoann Bérenger. Ah, c'est méchant. Hein. Voilà, DeAndre Jordan, il a été carrément all-star, mais Yoann Bérenger, s'il tombe sur un meneur comme Chris Paul, tu sais que il peut se passer des choses. Hein. Où est-ce qu'on l'envoie ? Parce que Yoann, c'est un peu plus compliqué à projeter. Il y a un peu de tout. Je l'ai vu vraiment dans un range. Plutôt fin de premier tour pour moi, voire début de deuxième. Il y en a qui le mettent carrément 13-15e, là, j'ai vu dans des récents. Ça me paraît haut. Ça me paraît aussi. Ils le mettent chez qui, du coup ? Il y a eu du Atlanta en 13. Il y a eu du OKC. Moi, tu vois, Atlanta, dans ce cas-là, je vous verrais plus en 22 sur Yoann Bérenger. Parce que j'aime bien le fit Atlanta, si vous débarrassez enfin du serpent de mer Capella. Oh, t'inquiète. Et que du coup, vous avez besoin potentiellement de filer un remplaçant à Onyeka Okongwu, tu peux être tenté par un jeune mec que tu draftes. Non, mais c'est haut. C'est haut, on est par 22. Non ? Tu prends pas en 22 aux Hawks ? En 13, je suis d'accord, mais en 22. Moi, j'aime bien. Hein. Les Nets, là, avec tous les pics qu'ils ont, le 19, le 26, je crois. Non, le 26 et 27. Ils ont 19, 26, 27. Tu vois, les Nets, ça peut les intéresser. Donc, moi, je pense que la fin de premier tour est un vrai spot pour Yoann Bérenger, parce que tu as des équipes qui peuvent être intéressées par son profil, et tu as même des équipes fortes, genre Celtics ou Clippers, qui peuvent se dire, bon, dans notre rotation intérieure, on prend le jeune et on voit ce qu'il donne. On sait qu'il peut défendre, et on voit comment on peut éventuellement le développer. Oui. Ça peut être des opportunités sympas. Je dis ça parce que les Celtics sont le pick 28 et les Clippers sont le pick 30. Même les Suns en 29. Hein. Non, je les vois pas prendre. Non. Tiens, non, tu vois, je vois pas les Suns le faire. Il y a une bataille qui, moi, je trouve assez intéressante sur la fin du premier tour, au niveau des pivots, pour ceux qui moquent depuis quelques mois. Entre Sorber, on va parler de Max Reno, parce qu'il y a un scénario dans lequel Maxime Reno est drafté avant Bérenger. Kalkbrenner, là, ou je sais plus comment c'est. Kalkbrenner, évidemment, qui va être là. Danny Wolf aussi. Il y a pas mal d'intérieurs qui sont dans ce spot-là. Et je sais pas trop, je n'exclurais pas, je ne lui souhaite pas. Fleming, non, c'est plus un 4. C'est un 4. Ouais, je n'exclurais pas le fait que Yoann soit drafté en début de second tour. Non. C'est un scénario possible. Non, tout à fait. Sur un malentendu, allez, Brooklyn. Là, plutôt en 26-27, là ? Voilà. J'aime bien. Moi, je vais rester... moi, je dis les Hawks en 22. J'aime bien ce spot. Bienvenue avec Zach. Je pense que ça peut vous plaire comme genre de profil de joueur. Avec grand plaisir. Les Hawks, il y a une timeline. Bon, Bérenger a intérêt d'envoyer du sale et d'être vite prêt pour être capable d'être un remplaçant. Comment ? Remplaçant, ça peut être bien. Ah non, ce sera pas un titulaire, mais remplaçant d'un jeune autre pivot, c'est bien, non ? Non, ça peut être. Puis il y a une timeline qui peut être pas si mal que ça. Il y a du jeune en fait. Puis il y a un Français, il y a Rizaché. Non, oui. J'aime bien. Tout à fait. Voilà. Traoré, Essengue, Bérenger. Désolé, on va devoir changer de fin puisque ce sera Reno et pas René. Maxime, Reno, Stanford à l'appel. Nous sommes là après une longue carrière universitaire. Rookie. Tout à fait. Guillemets, je mets les guillemets, il a 22 ans déjà. Auteur d'une formidable saison NCAA qu'on a couverte toute l'année, évidemment avec Ben de l'équipe Trash Talk, cœur sur Maxime avec qui on a pu échanger évidemment et à qui on fait des bisous, qui monte dans les mock drafts récentes, notamment normal, après une très bonne draft combine, intelligence de jeu, offensif, papates, coéquipier, shoot à 3 points, la totale, vous voulez rebond. Du scoring, vous en avez, et dès demain, débarquant NBA, pas peur. Costaud rebond,
Pas peur. Je pense que son shoot à 3 points peut bien aller en NBA. T'inquiète. Intelligence de jeu. Il y a des interrogations sur sa vitesse latérale pour les switches, Oui, machin défensive. et tout, défensive. On se dit, oulala, comment il va faire en ISO, gna gna gna, tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il, du haut de ses 2m16, là, il y a moyen qu'il soit peut-être en galère, là, sur certaines phases de jeu. Moi, en défense, il me rappelle le très très bon et tellement apprécié par ici, Youssouf Nourkic. Dans ce problème de pivot qui peut parfois manquer de mobilité et à qui on va devoir faire tout un système de drop autour pour éviter qu'il se fasse ouvrir. Parfois, c'est compliqué pour Maxime. Là, on était dans de la NCAA, plus compact. Là, on va être sur de la NBA. Attention, c'est vraiment ça. T'as raison, c'est défensivement. Non, c'est l'interrogation. Par contre, en attaque, d'où Jésus. Hein. Ah, mais en attaque et au rebond. Oh. Parce que là, tout Et de à la suite, passe, tu extra passe, ajoutes corner. dans ton équipe un mec qui est non seulement capable de prendre des 3 points, de les mettre. Bon, il est capable. On verra comment ça se traduit encore une fois, mais il est capable. Il va les mettre. Et ouais, je pense aussi. Il est capable de lâcher la balle au bon moment, dans le bon timing, à un coéquipier ouvert. Il va te poser tes bons gros écrans. Moi, j'aime bien. Et en plus, il peut se battre, il peut venir se castagner au rebond offensif avec, parce qu'il est grand, costaud, et c'est typiquement le genre de joueur bien dur au mal, là. J'aime trop, compétiteur de fouzins. Ouais, J'aime bien. Ouais. J'aime bien, il avait des responsabilités de fou à Stanford cette année, donc on lui a demandé de beaucoup plus tirer, de beaucoup plus hisser ses coéquipiers. Il y a eu des très gros matchs, si vous voulez vous faire une idée, notamment je vous conseille un excellent replay de Stanford contre North Carolina qui est disponible gratuitement sur YouTube. On peut vous faire le match en entier de Maxime Reynaud. C'est un joueur qui est en train de grimper des places. Il était en début de second tour et aujourd'hui, c'est limite si on se dit ce serait choquant qu'il ne soit pas drafté, commenté en direct par Alex et Bibi. Oh, faut voir. En tout cas, vu les récentes mocks, Ouais, ce serait j'ai vu. plutôt choquant parce que les gens le positionnent entre les places 22 et 30. Voilà. Quand tu es positionné dans les mocks entre 22 et 30, tu peux être 34. Il n'y a pas de problème, ça s'est déjà vu plein de fois. Toi, tu le mettrais où ? C'est quoi ton spot qui te fait kiffer pour Maxime Reynaud déjà ? Bah viens à Atlanta mon gaillard. En 22 là ? Et sinon je l'envoie à Tu Boston. préfères l'avoir lui ou Johan Bérenger en remplaçant de Onyeka Okongwu ? Ça discute quand même, hein. Ça discute, C'est des profils tellement différents. totalement différent et j'ai envie de dire si on a envie de défendre on aura beaucoup plus de Et Bérenger le mais potentiellement et le aussi potentiel de aussi. de Bérenger. je l'envoie à Boston en 28. On verra ce qui se passe avec Kristaps cet été mais c'est parti, il nous faut du grand, intelligent qui se joue collectif, on sait pas ce qui va se passer avec Luke Cornett non plus. Donc c'est parti, direction Boston, Stanford, Boston, Harvard, tout le monde s'entend bien. Allez, moi je veux Maxime Reynaud. J'aime bien Six. Boston. Hein. J'adore. Boston, très bien. Let's go. Je pense que les 3 derniers du premier tour, là, que ce soit Boston, Phoenix ou Los Angeles Clippers, Très content. peuvent tout à fait prendre Maxime Reynaud et se dire bah tiens, c'est notre pivot remplaçant dès demain. Ça. Toi tu le mettrais où? Alors, moi je le mettrais 28, 29, 30, effectivement, Celtics, Suns, Clippers, là j'aime bien aux Clippers. J'aime bien aux Suns aussi. On verra, parce que les Suns sont le pic des Cavs là en 29, donc bon, on verra. Celtics, j'aime beaucoup, et mon top du top, vraiment un peu rich peut-être et tout, c'est en 23 aux Pacers. Dans le jeu collectif des Pacers là, Oui. en plus, il leur amène un truc où ils sont pas forcément toujours fort, c'est le côté rebondeur pur, tu vois. Et aujourd'hui, les pivots remplaçants des Pacers, c'est Thomas Bryant ou Tony Bradley. Enfin, il peut les regarder, il peut arriver. Max Reynaud, il peut arriver et dire bah non, bah finalement, ça va être moi maintenant. Orlando, si ça se J'adore. passe mal avec Wendell Carter. Il y a du monde au pivot, il y a du monde dans la raquette. Bah si, quand même, il y a Goga qui fait du super taf. Mais il fait du super taf. Oui, Et il mais y a il Mo est- Wagner, Ah mec. oui. Non. Mais moi, je préfère Je Je préfère 1000 fois les Pacers. En plus, en termes de jeu, en attaque, il va s'éclater là-bas. Tu vois ? J'envisage Orlando, juste. ils vont lui faire les poubelles, ça va être l'enfer. J'envisage l'option Orlando parce que mes chers amis du Magic sont toujours aussi forts au Un foot à pivot 3 qui points shoot bien comme ça, et ça leur ferait du bien. qui est capable en tout cas de bien shooter. Mais moi, plus les Pacers ou la toute fin de premier tour. Max est en effet un des profils et aussi les plus intrigants, que ce soit français, parce que là on parle entre nous, entre patriotes ma foi, entre compatriotes, mais aussi aux US, parce que il y a encore et toujours la tendance de ces joueurs jeunes, comme on venait d'en parler avec Bérenger, qui sont draftés tôt parce qu'on ne sait pas jusqu'où va être leur potentiel. Et Max Reynaud, en fait, il apporte des formes d'assurance où tu sais que ça va se traduire en NBA. C'est-à-dire qu'il y a des gars pour qui c'était plus compliqué, après avoir fort dominé en NBA, de trouver leur place.
Je pense notamment aux copains des Wolves. Sur le banc dominant, le grand blanc qui avait fait des stades de foot. Pekovic ? Non, là récent, là qui était sur le banc, excuse-moi, je vais regarder tout de suite le stade des Wolves. Excusez-moi, ça me prend 2 secondes. Wolves, roster 2025. Qui a tout cartonné en NCAA juste avant. Luka Garza. Ah oui. Luka Garza qui était plutôt pivot, qui a eu du mal à traduire son jeu de joueur fort offensivement en NCAA en NBA. Max apporte un petit peu plus de mobilité et de shoot à 3 qui pourrait se traduire très tôt. Et c'est ça qui intrigue beaucoup Scoot. C'est en fait demain, comme je l'ai dit avec les Pacers, demain il joue Max. Demain tu donnes 10 minutes, il n'y a pas de problème. Il va pas faire d'erreur, il va pas se dribbler sur le pied. Il y aura des galères défensives certes, mais c'est un vétéran. Des galères défensives, et puis on va voir. Hein. Moi, je veux pas préjuger trop vite. Hein. Peut-être qu'il est capable de se craquer. Oui, bien sûr. Faut voir. Mais oui, effectivement, il y a des doutes sur sa mobilité latérale. Mais ouais, non, mais clairement, il peut jouer tout de suite. Il peut jouer tout de suite en NBA. Max, on va voir ce que ça donne. Bah d'ailleurs, notre troisième joueur, notre dernier français là. Oui. Bah, il peut jouer tout de suite en NBA aussi, moi je trouve. Tu penses ? Ah ouais, je pense. Ouais. Noah Penda ! Ouais. Moi, je pense qu'il peut jouer tout de suite. Je te dis pas qu'il va être titulaire avec tous les ballons en attaque et tout, mais il peut jouer. Et si on est dans la Sarthe ? Le Mans représente. Le Mans Basketball, on est là. On a ému Noah Penda, moi j'en ai parlé même l'année dernière, lorsqu'il y avait des garçons qui hésitaient à s'inscrire à la draft. Il y est. Projeté plutôt sur la fin du premier tour, Oui. début du second. Oui. Forward, twinner. Ailier, poste 3-4, je traduis. Pardon, oui. Merci Reverso. Cousteau. On n'a pas fait de comparaison avec Max Reno, excuse-moi. Brook Lopez. Ah, je lui souhaite putain, mais Moi aussi, je lui souhaite de ouf. Kelly Olynyk. Kelly Olynyk, pas mal. J'aime bien. Ouais, c'est ce genre de registre. Hein. Vooch. On parle d'All-Star là quand même. Ouais. Quand il est arrivé en sortie du USC, c'était... On regarde souvent les joueurs après quand ils ont fait toute leur carrière, mais quand il est arrivé de USC, Vucevic, on se disait pas mais j'ai les stats que fait Maxime Reynaud aujourd'hui en NCAA, Vooch il est fait en NBA depuis 10 ans lui. Et je lui souhaite. Hein, depuis je sais pas combien de temps. Et je lui souhaite. C'est vrai ou pas? Ah, le 20-10 là, Vooch, énorme. voilà. Donc oui, bien sûr. Bah Nurkic, hein? Non? Bah si, un peu. Maxime, il y a un peu de ça. regarde-moi. Je te souhaite nettement mieux. Luc Cornette? Plus de shoot. Ouais. Mais c'est quand même... Enfin, tu vois, il peut y avoir des points communs. Ouais. Ok, bah c'est déjà pas mal. Voilà, C'est déjà on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Noah Penda. Les frères Maurice? Noah Benda? Les frères Maurice pour Noah Benda? Marcus, Markif. Ouais. Il y a qui comme profil qui te vient à l'esprit quand tu vois Noah Penda un petit peu dans ce registre? Najee Marshall. Najee Marshall. Forward qui est capable de... Bah Nico Batum. Le Mans en plus. Alors on lui souhaite, hein, aussi c'est pareil, on lui souhaite. Moi j'ai une plus... ouais, non, c'est clair que Noah Benda. Hein, mais c'est plus dans le côté, tu vois... Il y a un truc que j'adore moi dans le jeu de Noah Penda, c'est son QI défensif, son rôle défensif en dehors du ballon, en aide, en compréhension de ce qui se passe, il bouche des trous incroyables, enfin vraiment c'est un mec trop cool à avoir dans sa défense. Il va venir se battre au rebond quand il y a besoin, il va venir protéger, il peut comprendre tout de suite les tactiques, venir doubler, se replacer, faire les bons contextes et tout. Moi j'adore son énergie, j'adore son moteur, et en plus je trouve qu'il met la bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il fait pas les choses n'importe comment. C'est pas juste il se bat et tout en mode poulet sans tête. Tu vois, genre c'est du... Non, il est avancé. Il sait où il doit être. Tout à fait. Et lui, il a 20 ans. Et c'est ça, il a pas 17 ans comme les autres. Il a pas 18 ans, 19 ans, il a un petit peu plus vieux, mais il a 20 ans, donc défensivement, polyvalence défensive que je trouve incroyable, ça peut switcher en NBA vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit Najee Marshall, un peu de Batum, ou... Les frères Maurice, ouais, mais alors aujourd'hui, offensivement, il est pas là encore. Non, tout à fait. Parce qu'attention, on oublie tout le temps, mais les frangins Maurice, là... Non, je pensais plus à Markif qu'à Marcus, parce que Marcus est devenu get buckets à fond et tout. T'as vu? Mais Markif, c'était un peu plus twinner défensif on espérait aller scorer. Mais il est quand même bien progressé en attaque. Et on souhaite à Noah Penda de suivre ce genre de courbe, parce que s'il suit ce genre de courbe offensive, ça va être très sale. Est-ce qu'on peut le comparer à Tidjane Salin? Oui. On peut?
On peut après, l'athlète Salin est tellement choquant par rapport à son âge, c'est-à-dire que tu le vois, Tidjane, et tu fais genre, mais il y a tous, les épaules, l'envergure, les jambes, les qualités de regarde, vitesse moteur, et tout. énergie, rebond, compréhension de ce qui se passe en défense, on a 2 joueurs qui sont dans des registres qui sont comparables. Oui, bien sûr. Après, Jared Dudley. Je trouve que... À ses débuts, alors. Oui. Oui. Jay Whiting, à Phoenix, chez toi avec les 13. Comment ? Chez toi. Ouais, voilà, lui. Tout à fait. Le rookie. Mm-hmm. Non, il était pas rookie à Phoenix, d'ailleurs. J'ai des bêtises, moi. Non, mais il a été bon chez vous. Ouais, c'est ce genre de joueur. C'est un profil de joueur qui, effectivement, peut paraître... Et on verra comment il s'exprime en NBA, mais il peut paraître un peu, peut-être... plafonné en termes de scoring en NBA. En gros, la vraie question, c'est comment et à quel niveau il score en NBA. Amir Kofi. Ouais, très bien. Comment et à quel niveau il peut scorer en NBA, Noah Penda, ça va beaucoup se jouer sur le développement de son jumper, je pense. Parce qu'il a les outils physiques et athlétiques. Il comprend ce qui se passe, il sait se placer. J'ai aucun doute sur le fait que Noah Penda, en sans ballon, en cutter, en mec intelligent qui respecte bien les systèmes, qui pose des écrans et qui coupe, qui se fait servir au bon moment, il va en mettre du petit panier machin, avec l'activité qu'il est capable d'avoir au rebond aussi. Il peut venir aider, donc il va se créer des choses comme ça. La question derrière, c'est est-ce que de temps en temps, quand il reçoit la balle, catch, il fait la petite feinte, il pose un dribble et le 3 points il rentre, quoi. La progression de son jumper. Moi, c'est ça le truc où je vais l'attendre pour voir ce qu'il peut vraiment donner en NBA. Mais encore un super joueur. Qu'est-ce qu'on en balance des ailiers là? On peut avoir des meneurs un peu comme Nolan, please. C'est-à-dire que là, les gars là, si tu regardes le réservoir d'ailiers français, entre Rizache et Tidjane Salin, là il y a Noah Essenge qui débarque, il y a Bilal, Noah Penda, enfin c'est quoi ce bazar? Et encore, on n'a pas encore testé notre Nathan Soliman. Enfin, il va y avoir d'autres crackos qui vont Fred débarquer. Fautou, sélectionneur de l'équipe de France de basket, franchement, il doit trouver un meneur. Il a des pivots. Hein. Aronto Nancy. Je crois qu'il y a des pivots quand même. Hein. Je crois qu'il y a 2-3 pivots quand même entre Wemby, oui, ça va. Gobert qui est encore là, Sarr et tout. Et après, il peut foutre 3-6-8 là, athlétique de fou. Si les shoots commencent à rentrer, on a une équipe qui défend bien naturellement. Bien si les shoots commencent à rentrer, ça va être incroyable l'équipe de France. J'ai hâte. Noah Penda. Toi, tu le compares à qui, toi? Tu n'as pas dit du coup. Si, je t'ai dit, c'était un peu. Je t'ai dit Amir Kofi. Ah oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi, t'as dit. Sur les mocks, Noah n'a jamais craqué, malheureusement, le top 20-15 des drafts. On a souvent été projeté entre les places 25 et 40. Il est possible qu'il soit drafté au second tour. On lui souhaite quoi à Noah Penda? Je vais faire pareil que pour les autres. Au mieux du mieux, moi, au mieux du mieux, j'ai mis les places 18-19, là, Wizards Nets. Ça, c'est le mieux du mieux pour moi. Je ne vois pas être pris au avant. Moi, je souhaite que ça chute. Et mon pic réaliste pour Noah Penda, moi, j'ai l'impression que genre les Nets vont le prendre en 26-27. Là. Sinon, il peut partir vite au début de second tour, hein, parce que les Celtics, je suis pas sûr. 37e à Détroit. Ouais, voilà, ce début de second tour là. Moi, je veux bien. On verra ce qui va se passer avec Tobias Harris et toute la clique là, mais attention, il y a Osar Thompson, il y a des ailiers là-bas, il y a Ron Holland l'année dernière et tout. Ils ne manqueront jamais assez de 6-8 capables. Je l'aimerais bien à Détroit, notre ami Noah Penda. Et puis sinon, autour, voilà, hein, vient chez les Spurs en 38. Hein. Mais je sais même plus combien de pics ils vont garder finalement San Antonio. Enfin, tout se barasse là. Tu sais que les Sixers en 35, ça peut vachement les intéresser aussi. Ils auront déjà pris Bailey. Les Nets, ils redraftent encore en début de second tour. Mais Sean Marks, il a quand même fait un taf, l'autre. Après, il faut bien drafter. Oui, je sais. Parce que je sais qu'on se touche beaucoup sur. Marks. Non, c'est pas que j'aime pas Sean Marks. Je rigole. C'est qu'on dit beaucoup, incroyable. C'est bien quand même. Il a des pics de draft énormes. Ouais, enfin, si tu fais de la merde avec les ingrédients que t'as, tu fais. On va voir ce qu'il va faire. Déjà, on va voir s'il va drafter 4 fois. Mais en tout cas, je dis ça pour Noah Penda parce que je pense que pour le coup,
c'est typiquement le genre d'équipe, les Nets, dans lesquels au moins là, sa première année, pour avoir des bouts de temps de jeu, avec un bon coach. Tu sais, pour peu qu'il y ait un trade, là ils ont tradé Finney Smith, ça se trouve ils vont nous trader Cam Johnson ou quoi, ça se trouve en fait on va se retrouver avec, tiens, Noah Penda, il a joué 22 minutes la nuit dernière, tu vois. Et sinon, comme Kian Hayes, il ira faire la G-League à Long Island. Ouais. Parce que c'est ça aussi une réalité possible pour certains de ces Français, qu'on ne leur souhaite pas, hein, mais c'est d'avoir des tests en G-League. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 5 Français potentiels au premier tour de cette draft, et ça c'est une énorme nouvelle. On la commentera le mercredi 25 juin en direct sur Twitch. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de ces prospects et où vous les voyez, vos coups de cœur évidemment, et vos scénarios les plus probables. Nous on se retrouve très vite pour d'autres petits apéros d'actu, et à dans 2 semaines pour la draft 2025. Ciao. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.